Donc bonjour, donc, je m'appelle Olivier Icard. Donc par rapport aux présentations qui ont été faites tout à l'heure, moi je ne viens ni du milieu des sciences de gestion ni du génie industriel. Je suis professeur d'informatique à Grenoble INP, donc à Felma. Je fais mes recherches en robotique, donc vraiment du côté technique. C'est une présentation un peu technique mais quand même relativement abordable que je vais faire. Et je fais mon travail de recherche donc, dans le domaine de la robotique, dans le domaine d'application robotique, au Gipsalab, et je suis impliqué dans une équipe là, à l'heure actuelle qui est bilocalisée entre le Gipsalab et l'INRIA, qui se trouve à Montblanc. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus puisqu'en fait Thierry en a déjà parlé. Donc un bref historique de la robotique industrielle, encore une fois, ce qu'on sait faire et ce qui fonctionne bien, c'est l'industrie, j'ai que l'industrie automobile actuelle, hein, c'est des choses qu'on sait faire depuis 30 ou 40 ans. Et en fait, l'explication, elle est simple, hein, elle a été donnée par Thierry, je vais la rappeler, hein, c'est qu'en fait, là, en fait, on fait tout pour que ça marche. On adapte la tâche et l'environnement à notre robot, et puis en plus, il n'y a pas d'humain. Donc en fait, on résout tous les problèmes. Et notre robot, c'est un simple automate, finalement, il fait toujours la même chose de la même façon. Donc ça marche, aucun problème. Par contre, quand on s'intéresse à des choses où on voudrait que ce soit le contraire, c'est-à-dire qu'on voudrait que le robot s'adapte aux tâches, qu'il soit capable de prendre en compte un peu de variabilité dans les tâches, qu'il partage son environnement, ou au moins qu'il y ait la possibilité d'avoir des humains dans l'environnement, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Et puis bien évidemment, à partir du moment où ne serait-ce qu'il y a une présence d'humains, il y a un problème, et c'est le problème dont je vais parler, c'est un problème de sécurité. Puisque même si on dit effectivement les cobots c'est pas des gros robots industriels, mais quand même, si on a un cobot à côté de nous qui travaille, il y a un problème de sécurité, c'est de ça dont je vais parler, d'accord. Et donc on voit que ça, à l'heure actuelle, ça ne fonctionne pas essentiellement pour ces deux soucis, d'accord. J'avais pris une illustration, c'est celle que je prends habituellement, c'est Baxter, donc de Rethink Robotics, c'est une start-up du MIT, on voit le prof là qui est un roboticien très connu, le professeur Brooks pour MIT. Donc ils ont sorti ce robot-là en 2008, et puis il était censé répondre à tous les nouveaux besoins de l'industrie, de la robotique des robots, donc ils pouvaient coopérer sur les chaînes de production avec des opérateurs. Puis en fait, on se rend compte que ce robot, ils en ont très peu vendu. Nous, on en avait acheté un, c'est ce qui a été dit précédemment, hein. Nous, dans notre labo, ça marchait. On avait un, on avait des doctorants qui travaillaient dessus, et ça marchait, aucun souci. Et puis finalement, je crois, alors j'ai plus les dates exactes, mais il a duré au catalogue de cette société-là une petite dizaine d'années, et puis finalement, comme ça ne marchait pas, il a supprimé. Voilà. Donc, ce qui a déjà été dit par mon prédécesseur, par Thierry, ce que je vais redire, c'est qu'effectivement, ces robots étaient capables d'interagir de manière sûre avec les humains, ça créerait l'opportunité pour de nouvelles applications dans le domaine industriel. Donc, nous, ce que je vais présenter et ce qui nous intéresse, c'est vraiment cet aspect de coexistence et de présence d'humains dans l'environnement et le problème de sécurité que ça va poser. D'accord ? On ne se place pas dans un cadre où le robot est censé coopérer avec l'humain, on se place dans le cadre où le robot est dans un environnement où il y a potentiellement un humain et qu'il y a un problème de sécurité. Donc le travail qu'on a fait, c'est un travail qui a commencé par une première thèse il y a 7 ou 8 ans, puis là actuellement on en a une deuxième. Donc on avait regardé à l'époque les normes de sécurité. Donc je ne suis pas sûr, je n'ai pas revérifié, mais je pense que ça doit être toujours à peu près à jour. Donc qui spécifiait les conditions de sécurité pour la collaboration entre un opérateur et un robot industriel. Donc je vais les passer en revue. Donc la toute première, c'était celle-ci, qui est finalement celle qui est bien connue. Je voulais extraire la figure, puis j'ai oublié. C'est en fait simplement, on assure que si jamais il y a une zone de sécurité, que si l'opérateur pénètre cette zone de sécurité, en fait le robot s'arrête. Donc c'est typiquement ce qu'on a déjà vu et ce qui est bien connu, on a des cages qui sont physiques, et puis on a aussi maintenant une petite évolution, on a des cages qui deviennent virtuelles, c'est-à-dire qu'en fait on a des capteurs, et dès que l'opérateur se rapproche trop, en fait le capteur détecte que l'opérateur se rapproche trop, et le robot s'arrête. Donc on assure la sécurité, il n'y a pas vraiment de coexistence, et l'autre gros souci, c'est que le robot, à chaque fois que la personne est trop proche, l'opérateur est trop proche, il s'arrête. D'accord ? Donc ça a quand même un inconvénient. Deuxième mode qui était proposé, c'est pareil, c'est quelque chose qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle le hand guiding. Donc en fait là le robot se sert, l'opérateur se sert simplement du robot et il le manipule lui à la main pour déplacer des objets, par exemple pour éviter de porter des objets lourds ou des choses comme ça.
Donc c'est juste pour soulager un peu l'opérateur dans des tâches qui peuvent être relativement longues. Donc là, bah, finalement, il n'y a pas vraiment de problème de sécurité, puisque le robot, finalement, il ne fait rien de par lui-même. Je prends le quatrième, j'y reviendrai sur le troisième, parce que c'est celui qu'on a fait. Donc le quatrième, c'était de se dire, bah ok, on les laisse travailler ensemble, et puis en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va limiter la puissance et la force de notre Kobo. Donc si jamais bah, finalement il y a une collision avec l'opérateur, si jamais il y a un souci de sécurité, bah, il y a des capteurs de retour d'effort à l'intérieur de notre Kobo, il va détecter qu'il est en contact ou qu'il y a un effort qui se fait, et il va s'arrêter. Sauf que c'est pareil, en pratique, c'est des choses qu'il faut régler, c'est des capteurs qu'on doit paramétrer, qu'on doit spécifier, et bah, il y a des fois, enfin nous on l'a essayé, franchement, bah, la force qui est exercée, ou pour que le robot s'arrête, il faut quand même que la force exercée soit importante. Donc d'un point de vue sécurité, c'est quand même relativement moins. Dernière solution, et c'est la solution à laquelle on s'est intéressé, c'est qu'on ajoute des capteurs, d'accord ? Et grâce à ces capteurs-là, on va en permanence surveiller la zone dans laquelle le Kobo est déployé. Et à partir du moment où il y a un opérateur dans cette zone, eh ben on va gérer la présence de cet opérateur et on va adapter le fonctionnement de notre Kobo au fait que l'opérateur est dans la zone et en fonction de l'endroit où il est et de la dangerosité de la situation. Alors, donc, nous, ce qu'on a fait dans cette étude-là et dans ce travail, c'est de se focaliser sur un espace de travail qui est partagé. Le prototype qu'on a mis en place et que je vais détailler, c'est un prototype qui a un nom donc, qui s'appelle Sarah. Sarah voulant dire Safe Adaptable Robotic Arms. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour ça? On a simulé une situation le plus réaliste possible. Donc on a un robot, celui-ci, d'accord, à 7 degrés de liberté. Donc qu'on a acheté chez Franka et Mika, c'est un constructeur allemand. Alors il a un gros avantage, c'est que nous on le maîtrise complètement, on peut vraiment le programmer à bas niveau. Et puis il y avait un autre avantage aussi, c'est qu'en termes de coût, il était quand même relativement peu cher par rapport à des gros robots, des gros Kobo type Kuka, des choses comme ça. Et puis, comme je l'ai dit précédemment, on va rajouter des capteurs qui vont nous permettre de surveiller notre environnement. Donc il y en a deux que vous percevez là, et puis j'en reparlerai un petit peu là. Donc quelque chose de relativement traditionnel et classique, une caméra RGBD. Donc RGBD veut dire, j'ai finalement, comme vous avez sur vos smartphones, une image classique avec des couleurs, et j'ai aussi une information de profondeur. Et puis un deuxième capteur un peu plus particulier, j'en parlerai aussi brièvement tout à l'heure, ce qu'on appelle un capteur laser, qui va nous donner des informations de profondeur et des informations relativement précises sur la position de notre opérateur dans l'environnement. Et le but de ce qu'on a fait, donc je vous donne un aperçu, puis je vais le détailler après, c'est d'être capable, donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a un espace de travail partagé. Notre robot a une tâche, typiquement, la tâche, c'est de déplacer des objets, et on se focalise sur la partie où le bras est en train de bouger pour se déplacer d'un point A à un point B. Et on assure que pendant qu'il va se déplacer d'un point A à un point B, s'il y a un opérateur à proximité, il va modifier sa trajectoire en temps réel de façon à continuer à travailler tout en tenant compte du fait qu'il y a un opérateur dans l'environnement. Et la solution qu'on a, que je vais redétailler là, tout à l'heure, cette idée de, donc ça c'est virtuel et vous le verrez encore une fois dans mon explication dans la vidéo juste après, c'est d'assurer d'un côté on voit la trajectoire de notre robot, de l'autre côté on voit la personne et on assure, c'est une technique qu'on a mis au point, par un plan séparateur virtuel qu'on calcule à chaque instant, qui a une sécurité qui est garantie. Je vais détailler ça un tout petit peu après, puis je vous montrerai une vidéo pour illustrer. Alors, commençons par la perceptive. Donc la première chose qu'on avait faite, c'est l'utilisation d'une caméra RGBD, comme je l'ai dit, donc caméra visuelle classique, plus l'image de profondeur. Avantage, faible coût, tout est relatif. À l'heure actuelle, on trouve des caméras RGBD qui fonctionnent très bien pour à peu près 400 €, 300, 400 €. Inconvénient, c'est que ça a une portée qui est assez faible, un angle de vue qui est assez faible, c'est-à-dire qu'au-delà de 3-4 mètres, la portée est encore acceptable. L'angle de vue est assez faible, c'est-à-dire qu'on a un angle de vue d'environ 30 degrés, ce qui est quand même pas très important quand on veut bien voir une scène. Et surtout, le problème, c'est que la précision de l'information qui nous est donnée se dégrade en fonction de la distance. Quand on est proche et qu'on est devant, c'est relativement bon.
Quand on est loin et qu'on est à la limite de portée, c'est-à-dire aux alentours de 30 degrés, ben, l'information de précision qu'il nous donne, elle est quand même pas très très bonne. Ce qui fait que forcément, quand on veut faire de la sécurité, ben, c'est un petit peu embêtant. Donc ce qu'on avait fait, comme vous pouvez le voir là, ben, c'est qu'on avait fait, alors là encore une fois, là on n'a rien inventé, on a pris un modèle qui existe, donc des choses qui sont très classiques dans le domaine de la vision classique. On a un modèle de l'opérateur, du squelette de l'opérateur qu'on est capable de reconnaître, vous voyez bien le pourcentage là, de fiabilité, avec des pourcentages relativement élevés, pour savoir où va se trouver notre opérateur dans la scène. On ajoute l'information de profondeur pour récupérer sa position dans l'espace et savoir où il va se trouver. Et dernière chose qu'on avait faite, j'expliquerai après tout à l'heure pourquoi, on avait ajouté aussi une information sur la prédiction, parce qu'en fait on va faire de l'évitement prédictif et pas simplement de l'évitement réactif. J'expliquerai dans 2 ou 3 transparences ce que ça veut dire. Et on avait supposé, donc encore une fois on a simulé une tâche, où notre opérateur est en train de déplacer des objets à proximité de notre cobo et qu'en gros il a des objets dans la main et il les place à 2 endroits différents. Donc on avait simulé cette tâche-là et on suppose que l'opérateur fait cette tâche-là et que quand il est en train de faire cette tâche-là, à chaque instant, quand on sait où est positionné en particulier sa main, on est capable de prédire sur un horizon relativement court, donc pour nous c'était une demi-seconde, où sa main va se déplacer. Et c'est une information importante pour nous pour faire de l'évitement prédictif de l'opérateur. Dans un deuxième temps, c'est pareil, je vous montre juste une illustration, vous voyez ce que c'est, je ne vais pas m'étendre. Donc on avait ajouté le laser. Pourquoi on a ajouté le laser? Exactement pour compenser les soucis de la caméra RGBD que j'ai mentionné après. C'est que le capteur laser, comme on le voit ici, il a un avantage, c'est qu'il a une portée qui est énorme. Donc des capteurs comme celui qu'on a ici, c'est des capteurs qui voient facilement à 40 ou 50 mètres. Autre chose qui est importante, c'est qu'à 40 ou 50 mètres, la précision n'est quasiment pas dégradée. On a une précision de l'ordre du centimètre. Donc quand vous voulez avoir quelque chose de très précis, pour savoir très précisément où se trouve votre opérateur dans la scène, et où vous voulez avoir la totalité de l'opérateur, comme vous pouvez le voir là, c'est une information qui est très précieuse. Pour faire simple, en gros, la chose qui va vous retourner, c'est un ensemble de points, qui vous dit évidemment pas du tout où se trouve la personne, mais un ensemble de points dans l'espace, donc des ensembles X, Y, Z. Après, et comme vous pouvez le voir, c'est le travail qu'on a fait, donc là c'est le doctorant qu'on a actuellement qui travaille là-dessus, à partir de ce nuage de points, on isole, en utilisant les informations de la caméra RGBD pour trouver les points des articulations qu'on avait sur le transparent précédent, on les reprojette là-dedans. À partir de là, on identifie où sont les articulations et on est capable d'extraire, avec une fiabilité relativement importante, l'endroit précis où se trouve la personne et d'avoir la totalité des informations sur la personne. Voilà, comme on le voit dans cette partie. Okay. Juste à titre d'information, alors c'est des capteurs forcément qui sont beaucoup moins utilisés que les capteurs RGBD parce que c'est pas tout à fait les mêmes coûts. Ces capteurs-là valent à l'heure actuelle, nous on a eu des prix académiques au minimum 5 000, 6 000 euros. Donc c'est pas tout à fait la même chose qu'une caméra RGB. Mais par contre, on est bien d'accord qu'en termes de précision, ça n'a strictement rien. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait avec ces informations de perception? On va les intégrer dans notre planificateur de trajectoire. Donc notre planificateur de trajectoire est le suivant. Donc on a utilisé une méthode, ça c'est un collègue, donc là moi je travaille plutôt sur la partie perception, c'est mon domaine, et je travaille avec un collègue justement qui est chercheur à l'INRIA et dont le domaine c'est le contrôle. On a utilisé une méthode de contrôle pour planifier et exécuter notre trajectoire qui s'appelle le modèle prédictif contrôle. Donc encore une fois, ce qui est important, c'est l'aspect prédictif qui va nous permettre d'intégrer la prédiction, la position de l'opérateur et la prédiction pour faire un évitement prédictif. Alors, j'ai pris un petit exemple, j'ai demandé à mon doctorant qu'il me fasse un exemple joué pour essayer de vous faire comprendre ce que c'est que le modèle prédictif contrôle. Alors, il a un avantage, c'est qu'il est adapté aux environnements dynamiques. Je m'explique et puis je vais illustrer avec l'exemple joué là que j'ai en bas. Donc, à chaque instant, notre robot il va planifier plusieurs trajectoires. Il a une tâche à réaliser, c'est une tâche de déplacement, il est à une certaine position dans l'environnement et il doit atteindre une certaine position. J'insiste, nous, on se focalise sur le déplacement. On planifie plusieurs trajectoires pour y arriver. Vous voyez qu'il y a la trajectoire en bleu, il y a la trajectoire en vert.
Après, on va choisir la meilleure de ces trajectoires par rapport à l'ensemble des trajectoires qu'il nous a planifiées, en rajoutant un certain nombre de contraintes. On va mettre des contraintes sur la vitesse. Là, bien évidemment, si mon robot il est à un instant très lent, à l'instant suivant, je ne vais pas pouvoir dire que je veux que sa vitesse elle soit maximum. Donc on rajoute des contraintes sur la mécanique de notre robot. Les capacités d'accélération, les vitesses maximum et ce genre de choses. On va rajouter, et là, ça va faire le lien avec la petite voiture jaune, et puis ça va vous expliquer un petit peu comment nous, on intègre la perception. On peut rajouter des obstacles qui vont contraindre ma trajectoire. D'accord ? Et puis, ben, je vais, au final, minimiser un critère. Bien évidemment, si je veux faire un choix, je vais minimiser un critère. Alors, en général, forcément, le critère, c'est un critère de distance. Ben, mon cow-boy, il est à tel endroit, il doit se rendre à tel endroit. J'essaye de minimiser la distance pour y arriver. D'accord ? Et puis, à partir de là, donc, il en choisit une et il l'exécute. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, il n'exécute que le début. Pourquoi ? Parce qu'il commence à exécuter, l'environnement évolue, on replanifie en parallèle, et dès qu'on a un nouveau plan qui est prêt, on lui dit, bah, tu reprends celui-ci. D'accord ? Donc, en permanence, il planifie et il exécute en parallèle. Et dès qu'un nouveau plan est prêt, il remplace le précédent. D'accord ? Ce qui fait que, encore une fois, mon exemple est un exemple joué. On a planifié notre petite voiture sur 3 instants, mais ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où on sera arrivé là, on se débrouille, nous, pour être sûr qu'il va y avoir un nouveau plan qui sera recalculé et qui va tenir compte du fait que l'environnement a pu évoluer. C'est ce que ça donne ici, d'accord ? Donc au départ, j'étais là, je ne voyais pas cette voiture jaune qui est sur la même file que moi et qui n'avance pas. Et puis finalement, bah, j'ai commencé, je suis ici, et là je commence à la voir. Et je me dis, bah oui, mais cette voiture-là, elle est bien gentille, mais comme elle va très lentement et que mon but c'est d'aller là-bas, bah, je vais la doubler. Donc je remets mes 2 trajectoires, et puis finalement, bah, je choisis celle-là. Parce que celle-là, elle me permet d'éviter la voiture jaune, et elle me permet d'atteindre mon but. D'accord ? Et j'exécute mon action suivante. Et ainsi de suite. D'accord ? À chaque instant, on planifie plusieurs trajectoires, on en choisit une, on commence à l'exécuter, et en parallèle, on replanifie la suite. D'accord ? Et vous voyez bien que nous, on a notre voiture jaune qui avance, elle est relativement lente, je la dépasse, et à chaque fois, j'ai un calcul de trajectoire qui prend en compte la position de la voiture jaune. J'insiste aussi, puisque c'est important pour nous, le fait que j'ai une idée relativement précise sur l'évolution de la trajectoire de la voiture jaune, d'accord ? Ce qui est une information très importante, puisque comme ça, ça va me permettre de savoir que si mon robot est à tel endroit à l'instant T plus 1, il sera à tel autre endroit, mais que la voiture jaune que j'ai, elle est à tel endroit à l'instant T, elle sera à tel autre endroit à l'instant T plus 1, je peux prédire une trajectoire qui va tenir compte avec une forte probabilité de la trajectoire que vont faire les autres objets qui seront dans mon environnement. Voilà, j'ai presque fini. Et donc, j'en reviens à mon robot. Donc cette idée-là, avec ma petite voiture jaune, ben, on a fait quelque chose de relativement similaire. On a rajouté dans notre planificateur une contrainte qui va nous permettre d'assurer la sécurité de notre robot. La contrainte, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. On assure qu'à chaque instant, il va exister un plan séparateur, virtuel bien évidemment, qui va assurer la contrainte de sécurité. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, on a le point qu'on cherche à atteindre, on a le point bleu, donc le premier c'est la position courante, les positions qu'on va atteindre sur la trajectoire qu'on a planifiée, la trajectoire exacte, la position de notre obstacle, et malheureusement je ne l'ai pas là sur la figure, la prédiction de l'évolution de la trajectoire de mon obstacle. D'accord ? Et à partir de là, je calcule, comme vous le voyez là, à chaque instant un plan séparateur. Donc je vais avoir au final 5 positions à atteindre, puisqu'en fait je vais planifier sur un horizon d'une demi-seconde. 5 positions parce qu'en fait je suppose que chacune des positions je vais l'atteindre en 1/10 de seconde. Et à chaque position, j'aurai replanifié et je pourrai tenir compte du fait que mon opérateur a bougé et puis que j'ai une prédiction sur son mouvement. D'accord ?
Dernière chose, contrainte importante pour assurer la sécurité. En pratique, ça marche relativement bien. On assure qu'au pire, si jamais il y a une collision, le robot sera à l'arrêt. Donc normalement, on a rajouté une contrainte de sécurité qui est de dire, on planifie sur une demi-seconde. Sur une demi-seconde, le robot est capable de s'arrêter. Si malheureusement, ça peut arriver, on est dans un cas concret où il y a une collision en moins d'une demi-seconde, le robot ne sera pas tout à fait à l'arrêt. Par contre, on aura quand même diminué sa vitesse. Qu'est-ce que ça donne en termes de résultats? Je vous ai mis le lien là en bas. Je vous montre la vidéo. Voilà, donc là vous voyez l'espace de travail partagé. L'étudiant qui est en train de simuler une tâche. Donc l'espace, lui, travaille dans cet espace-là. Le cobot, on va le voir, qui va commencer à se déplacer. Donc on suppose qu'il fait cette tâche-là, il déplace des objets d'un point A à un point B. Tant qu'il n'y a pas de collision, tant qu'on suppose qu'il n'y a pas d'opérateur, bah, la trajectoire elle est monotone et il fait toujours la même chose. Il n'y a pas de souci et il n'y a pas de raison qu'il fasse autrement. Il minimise, comme je l'ai dit tout à l'heure, il minimise son critère de distance. Il se déplace du point A au point B, le plus facile et le plus rapide c'est de faire ça, et il fait ça. Après on rajoute notre contrainte de sécurité. Donc comme vous le voyez, là c'est une vidéo qui est un peu plus vieille, donc là à l'époque c'était que la caméra RGBD. Vous voyez la détection des différentes articulations de l'étudiant. Et à partir de là, vous voyez bien que le cobot en temps réel évite la personne. Et comme je le disais tout à l'heure, alors malheureusement dans la vidéo on ne voit pas les 5 plans séparateurs, on n'en voit qu'un. Par contre on voit bien le point vert, c'est la position de notre opérateur, en particulier la main. Les points jaunes qui sont la prédiction de la position de l'opérateur. Et les points, c'est quoi? C'est du bleu, je crois. Et la trajectoire verte, les points bleus et la trajectoire verte, qui est la trajectoire qu'on planifie, qu'on exécute en temps. La vidéo est disponible sur YouTube, je vous ai mis le lien ici. Voilà, et vous voyez bien, quand vous regardez à gauche, qu'en temps réel, l'étudiant ici bouge son poignet et que, bah, vous avez bien le cobot qui passe. D'accord? Il fait toujours la même chose, il va du point A au point B, simplement, il modifie sa trajectoire pour y arriver, pour éviter l'opérateur. Donc là, on a quelque chose qui nous permet d'avoir, de façon sûre, une coexistence entre un opérateur et un cobot. Alors, deuxième point sur lequel on travaille à l'heure actuelle, quand on met au point ces technologies-là, on a un autre problème. Donc notre prototype, il fonctionne bien, on l'a testé, il est relativement robuste, il est opérationnel. Le petit problème, c'est qu'à partir du moment où on le met en situation réelle, si on essaye d'optimiser nos critères, alors nous, typiquement, les ingénieurs, ben, c'est simple, quand on optimise, il faut faire au plus vite. Donc on va mettre les vitesses de notre robot au maximum, les accélérations au maximum, on va faire passer le cobot le plus proche possible de l'opérateur parce que c'est comme ça qu'il modifie le moins sa trajectoire, et ça, bah, pour un ingénieur, c'est optimal, c'est ce qu'il y a de mieux. Sauf que le problème, c'est que si on fait ça avec un opérateur réel, bah, l'opérateur réel, il ne reste pas à côté du robot. Parce que bah, le robot, il fait peur, quoi. Quand vous mettez votre main, puis vous avez un cobot qui vous frôle et qui arrive à pleine vitesse, bah, votre main, vous l'enlevez. D'accord ? Donc la question qu'on s'est posée, la question qu'on étudie, donc on travaille avec des gens du domaine des sciences humaines et sociales, c'est de se dire, bah, il faudrait quand même trouver des comportements qui soient acceptables pour notre opérateur. Parce que c'est très bien d'avoir une sécurité et d'avoir un calcul de trajectoire optimale, mais si finalement bah, l'opérateur il refuse de travailler avec notre robot parce qu'il a peur du robot, bah, ça ne sert pas à grand chose. Donc l'idée qu'on est en train d'explorer, c'est la suivante, c'est de se dire, bah, ok, donc toujours pareil, position initiale, position finale. Tant que finalement il n'y a pas le moindre risque, ben, on fait notre trajectoire. On arrive dans la partie où on est obligé de modifier notre trajectoire parce qu'il va y avoir cette partie d'évitement, d'accord? Et puis la partie sans évitement. Et donc on va se dire, ben, il faudrait essayer de trouver des critères et différents comportements qui vont nous permettre de mesurer si finalement ben, notre robot est le plus acceptable ou moins acceptable. Les deux critères qu'on a fait, alors encore une fois, c'est une étude qu'on a fait avec des collègues du domaine des sciences humaines et sociales. On a créé un papier là, c'est pas le seul, mais c'est un de ceux qu'on a le plus utilisé. On a identifié deux critères, la distance d'évitement et forcément la vitesse d'évitement. À partir de là, en combinant les
deux combinaisons, donc nos deux critères, on obtient 4 comportements de notre robot, d'accord? Donc distance d'évitement faible en haut, distance d'évitement importante en bas, les vitesses, vitesse d'évitement importante, vitesse d'évitement faible, d'accord? Je vous montre ce que ça donne, voilà. Donc ça c'est déjà prêt, voilà, en supposant bien évidemment que le petit point orange c'est la main de la personne, on suppose que ça ne bouge pas pour simplifier, c'est juste pour illustrer. Et vous voyez bien, je vais le remettre, qu'on a un évitement d'obstacle à chaque fois, ou un comportement d'évitement d'obstacle qui à chaque fois est différent. D'accord? J'insiste bien, là c'est pour illustrer, c'est complètement statique, ça fonctionne évidemment si la personne bouge. Okay? Ce qu'on a mis, donc ces choses-là sont mises au point, et ce qu'on est en train de faire, donc j'arrive à la conclusion, je ne sais pas en termes de timing où j'en suis. T'as pas été meilleur. J'ai pas entendu ce que t'as pas été meilleur. J'ai pas été meilleur, ok. Bon. Donc, j'en arrive à mes conclusions. Donc, on a un prototype dont le nom s'appelle Sarah, comme je l'ai dit. Gros avantage de notre prototype par rapport à ce qui existe dans l'industrie. Donc, ça, c'est des solutions qui existent. Chez nous, elles fonctionnent. Dans la littérature en robotique, dans les laboratoires, il y a des solutions relativement similaires, certaines avec des avantages et d'autres avec des inconvénients. Par contre, on a encore une fois une solution qui est proposée où notre cobot va éviter l'opérateur en temps réel avec un évitement qui est prédictif. Le gros intérêt de cette solution-là, en plus de la sécurité, puisqu'on n'est pas les seuls à faire de la sécurité, c'est pas la seule façon de faire de la sécurité, c'est que notre robot il ne va pas s'arrêter, puisqu'il évite en temps réel. D'accord. Le prototype qu'on a, il est opérationnel, il est robuste. C'est-à-dire que vous pouvez venir au laboratoire, vous pouvez le tester. Encore une fois, si je vous mets le comportement maximum, vous ne resterez pas longtemps, vous refuserez de le tester. Mais par contre, nous on l'a testé, ça fonctionne très très bien. D'accord. Juste à titre d'information, donc on travaille forcément avec les gens du génie industriel et l'ENRJ et le GESCOP. Donc on a le même robot, on s'était mis d'accord et on a acheté le même robot. Le portage de ce code-là, puisque ça n'est que du logiciel, est en cours de façon justement à ce que ce prototype soit utilisé au maximum. J'en ai parlé, donc je ne suis pas rentré plus dans les détails parce que l'expérimentation avec les sciences humaines sur les comportements est en cours. Donc on est en train de finaliser l'aspect technique. L'expérimentation, on la réalisera à l'automne 2025. Si ça vous intéresse d'y participer, il y a des coordonnées, n'hésitez pas à me contacter, parce qu'on va chercher des gens pour le tester. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, oui, ce prototype, étant donné qu'il a une particularité, qui est celle-là, d'accord, effectivement, il intéresse les industriels. Donc, on a un projet de transfert industriel, d'accord, avec une société dont je vais en parler un tout petit peu après, société qui s'appelle Enchanted Tools. Donc, cette coopération et ce transfert industriel, il se fait à 2 niveaux. La librairie que je vous ai montrée, donc, encore une fois, ça n'est que du logiciel, qui permet de faire de la sécurité industrielle pour un bras, avec une certaine spécification. Et on a un deuxième pendant à cette chose-là. Donc là, c'est le robot de la société Enchanted Tools. Donc eux, ils ne travaillent pas dans le milieu industriel, ils travaillent dans le milieu hospitalier. Ils ont un robot qui fait de la logistique en milieu hospitalier. Donc ils rendent des services aux à des gens qui travaillent en milieu hospitalier. Et par rapport à ça, leur problématique est la suivante. C'est une problématique qui est relativement similaire à la nôtre. Ils ont le robot, donc on ne le voit pas en entier, mais il est monté sur une boule et il roule pour se déplacer, donc ça a la capacité qu'il est relativement stable et qu'il se déplace relativement vite. Et puis, il a 2 bras pour saisir des poignées qui ont été dédiées, et ces poignées, en général, on rajoute, par exemple, on les met sur des plateaux qui peuvent soit porter, soit tirer, ou des choses comme ça. Et la saisie d'objets, ils l'ont simplifié, puisqu'en fait, ils ont des poignées qui sont dédiées. Sauf que, comme je l'ai dit, le robot il évolue en milieu hospitalier et il peut y avoir des personnes à proximité. Donc leur problématique, c'est de faire de la saisie d'objets en environnement humain et d'être capable à chaque instant, quand on va saisir la poignée, ce robot va saisir la poignée, de vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un sur la trajectoire, s'il y a quelqu'un, de l'éviter. Je crois que j'ai fini. Je parle de ça, j'ai le temps. Il faut pas en demander, ouais. Ok, allez, bon, je l'avais mis au cas où j'aurais le temps, mais si tu veux que j'ai le temps, je vais le faire. Donc, ce qu'il faut savoir, donc cette problématique des robots qui interagissent avec le monde réel,
C'est une problématique qui devient de plus en plus centrale dans le domaine de la robotique. Donc j'en veux pour preuve qu'il y a un programme de recherche important à Grenoble, j'en parle parce que je suis le responsable, qui s'appelle le CDP Boot. Alors CDP, pour les non-grenoblois, veut dire Cross Disciplinary Project. L'idée est de faire travailler deux communautés ensemble sur un problème sociétal, économique et scientifique ensemble. Le problème où on s'intéresse, c'est les robots justement qui interagissent avec le monde réel. D'accord ? Donc l'objectif de CDP, c'est exactement ce que je vous ai illustré, puisque notre prototype est ici, on n'est pas les seuls. C'est de mettre en place une méthodologie pour être capable de construire des robots qui vont être capables d'interagir avec des personnes, en associant des compétences venant du domaine des MSTIC, donc de l'informatique, de l'automatique, avec des gens du milieu des sciences humaines et sociales, donc l'ergonomie, psychologie cognitive et d'autres choses. Voilà. On a 6 plateformes. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, voilà le site. Et il y a les journées CDP pour les gens qui sont à Grenoble au début juin. J'ai fini cette fois-ci.